Nous reprenons la série sur l'ouvrage de Jean-Philippe Omotunde, d'origine négro-africaine du savoir grec. Alors, au niveau du chapitre 2e, il aborde le sujet qu'il intitule « Le dogme du miracle grec ». Voilà. Alors, il écrit « Les Grecs sont dits à l'origine de toutes les découvertes scientifiques antiques, alors qu'ils ne bénéficiaient même pas d'une organisation sociale et politique qui encouragerait la recherche et le questionnement. Nous savons dans quelles conditions difficiles vivaient certains savants grecs, dont certains ont été persécutés par un pouvoir tyrannique qui voyait d'un mauvais œil leurs quêtes scientifiques et philosophiques. Ça veut dire que l'idée que les Européens avancent en se vantant du savoir grec, du miracle grec, c'est du faux. C'est ce que Omotunde Kalala veut nous faire comprendre. Or, dans les autres sociétés antiques, les intellectuels étaient protégés par le pouvoir. Notamment les pharaons, c'est-à-dire les Nessout, protégeaient les intellectuels et veillaient à leur bien-être. C'est le cas, par exemple, des prêtres de l'Égypte antique. Et si l'on regarde la longévité de la civilisation égyptienne, près de 3700 ans d'histoire, on se rend compte qu'il a fallu à l'homme des milliers d'années pour faire une seule découverte. Or, on veut nous faire croire qu'un seul peuple, à savoir les Grecs, a pu faire un si grand nombre de découvertes en si peu de temps, à peine 1000 ans d'histoire, sans avoir de caste de prêtre, sans avoir un pouvoir favorable à ce type d'entreprise, à partir simplement de l'écriture qui lui a été d'ailleurs transmise par des Phéniciens fortement métissés sous protectorat égyptien. Parce qu'effectivement, en Phénicie, il y avait des Noirs, des Cananéens. D'ailleurs, Pythagore est Cananéen. Il faut l'avouer, c'est plus que bizarre. Ce fait n'est pas ignoré des spécialistes. Ernest d'Aster écrivait à ce propos dans Histoire de la philosophie: la puissance et les dignités de l'esprit qui partout ailleurs exerçaient leur empire invincible, à côté de la force des armes, n'étaient pas chez les Grecs entre les mains des prêtres ni de fonctionnaires, mais entre les mains du chercheur et du penseur. Donc cela veut dire que c'était entre les mains des chercheurs isolés, donc de personnes isolées, c'est ce qu'il veut dire. C'était entre les mains de personnes isolées. Et quand on est isolé, voilà, comme Socrate, on finit par boire la ciguë. Cette situation montre clairement le sérieux handicap auquel étaient en proie les Grecs anciens. Car sans un pouvoir politique qui donne des moyens pour effectuer la recherche, salaire, hébergement, outillage, espace de travail, équipement technique assistant, on ne peut effectuer sérieusement une recherche scientifique à moins d'être financé par un pays étranger. Le financement de la recherche. Il va falloir que nos gouvernements comprennent cela. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui est amusant, c'est que dans l'Antiquité, l'attitude originelle des Grecs vis-à-vis des sciences de l'esprit avant leur contact avec l'Égypte était connue. J'en veux pour preuve cette déclaration du juif hellénisé Flavius Joseph, qui a écrit d'ailleurs, je crois, la guerre des Juifs. Voilà. Alors donc, on cite Flavius Joseph ici. Les Grecs n'ont pas dès l'origine tenu des annales officielles. L'insouciance des Grecs depuis l'origine a consigné chaque événement dans les annales officielles. Voilà surtout ce qui causa les erreurs, autorisa les mensonges de ceux qui plus tard voulurent écrire sur l'antiquité des Juifs en particulier. Car non seulement chez les autres Grecs, on négligea de rédiger des annales, mais même chez les Athéniens, qu'on dit autochtones et soucieux d'instruction, on trouve que rien de semblable n'a existé, et leurs plus anciens documents publics sont, à ce qu'on dit, les lois sur le meurtre rédigées pour eux par Dracon, personnage qui a vécu peu avant la tyrannie de Pisistrate. Que dire en effet des Arcadiens qui vantent l'ancienneté de leur race?
C'est à peine si plus tard encore, ils apprirent l'écriture. Le pays de Grèce a essuyé 1000 catastrophes qui ont effacé le souvenir des événements passés, et à mesure qu'ils instituaient de nouvelles civilisations, les hommes de chaque époque croyaient que toute chose commençait avec la leur. C'est tardivement, mais aussi difficilement, qu'ils connurent l'écriture. Vous voyez? On veut faire croire que l'écriture, ça vient des Grecs. En tout cas, ceux qui veulent en reculer l'usage le plus loin se flattent de l'avoir apprise des Phéniciens et de Cadmos. Voilà, et de Cadmos. Voilà. Nulle part en Grèce, on ne trouve de récit plus ancien que la poésie d'Homère. Donc, vous voyez. Or, d'ailleurs, je regardais, il y a un auteur allemand qui se vante de l'origine de leur civilisation, la civilisation des Caucasiens, en parlant justement de la Grèce, etc. Oh, oui. Les Grecs sont arrivés bien tard dans la question de la connaissance et du savoir. Voilà. Et c'est ici, c'est Flavius Joseph qui le dit. Voilà, c'est Flavius Joseph qui le dit. Enfin, l'ouvrage de Flavius Joseph fut publié vers 93 de notre ère, donc 93 après Jésus-Christ, composé d'après les Antiquités. Contre Appion fut dédié au célèbre Épaphrodite, secrétaire de Néron, qui fut mis à mort en 96 par Domitien. Dans l'ouvrage, Joseph souhaite démontrer l'ancienneté du peuple juif et d'emblée, il écarte les Grecs de la liste de ses sources historiques car il sait que chez eux, il n'y a pas de tradition philosophique, historique et scientifique ancienne. Voilà. Et ça, c'est un juif qui le dit. Un juif romanisé. Il avouera d'ailleurs que seules les archives de l'Égypte et de Mésopotamie, Chaldée, notamment la Chaldée, c'est une région de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, les deux fleuves là, lui permettront de détailler sa thèse. La nature de l'ouvrage de Joseph Flavius Joseph étant sérieuse, ce n'est donc pas par la force des choses qu'il a dû mettre de côté la Grèce pour la collecte de données historiques sur les Juifs. Voilà. Platon, même en abordant le voyage de Solon en Égypte, reconnut qu'aucun Grec ne savait un traitement de toutes ces questions. Mais entre nous, le commencement de toute spéculation philosophique pour une civilisation commence basiquement par la tenue d'annales historiques, astronomiques, etc. Chose qui faisait déjà défaut aux Grecs. Voilà. Alors, comment ont-ils pu se lancer seuls dans la réflexion scientifique et philosophique et faire autant de découvertes en si peu de temps, 1000 ans seulement? C'est impossible. Pour contourner cet obstacle, les chercheurs occidentaux ont décidé d'inventer le dogme du miracle grec. Alors, si c'est un miracle, donc c'est de nature divine. Vous voyez? En tout cas, c'est ça. Le principe veut que personne ne sache vraiment comment sont nées les sciences en Grèce. Bon, si c'est un miracle, donc ça vient de Dieu. Voilà, donc si ça vient de Dieu, ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont conçu alors. Les savants grecs ne nous ont pas laissé de précision sur leur vie et les autres pays n'ont pas théorisé leur découverte à la manière des Grecs anciens. C'est ça. À ce titre, le numéro 55 des cahiers de sciences de vie, février 2000, nous explique la démarche des chercheurs européens en prenant l'exemple des mathématiques grecques. Cela veut dire simplement que ces Européens ont menti. Voilà le problème. Ça, c'est un mensonge. L'histoire du miracle grec, c'est un mensonge. C'est une invention pour mentir, pour justifier une prétendue supériorité des Caucasiens. Plusieurs historiens du siècle dernier ont présenté l'émergence de la science rationnelle en Grèce comme le fruit d'un miracle. Voilà. Le terme qui exprime l'émerveillement devant les réalisations des savants hellènes a l'inconvénient de décourager les tentatives d'explication. L'hypothèse d'une révolution dans les mentalités qui aurait fait passer d'une mentalité primitive indifférente aux exigences de la logique à une mentalité rationnelle ne semble guère plus éclairante. Alors, c'est ça, s'ils disent que c'est un miracle, à partir du moment où c'est un miracle, on n'a plus de recherche à faire. C'est ça, en fait. Alors, c'est un mensonge.
Tout leur savoir, ils l'ont acquis auprès des anciens Égyptiens, des Kémites. À propos des biographes des savants grecs, l'article ajoute: manifestement, l'activité scientifique en général et mathématique en particulier n'a pas suscité le même engouement chez les biographes. Nous ne disposons d'aucune collection de leurs biographies. Il faut un savant particulièrement extraordinaire, tel le médecin Hippocrate de Cos ou le mathématicien Archimède, pour qu'un auteur lui consacre une vie. Voilà. Sur l'avancée des découvertes faites par les autres peuples contemporains des Grecs, le numéro 965 de Sciences et Vie nous dit: les scribes égyptiens et mésopotamiens ont-ils établi des lois mathématiques? Nous ne les avons pas trouvées. Regarde comment des mensonges comme ça. Ne serait-ce que le nilotique, le nilomètre, la nilométrie, c'est-à-dire chaque fois les anciens Égyptiens mesuraient le niveau du Nil. La nilométrie, ça prouve déjà qu'ils faisaient des mathématiques et puis de la géométrie. Voilà comment les gens mentent. C'est pas sérieux. En fait, tels sont les fondements flottants du fameux modèle arien qui s'appuie sur le vieil adage philosophique raciste qui veut que la civilisation soit issue de la race blanche. Voilà leur mensonge. Voilà. On parle du théorème de Thalès et de Pythagore. Voilà le problème. Alors que ça ne vient pas d'eux. On parle alors de miracles ou de périodes obscures, même si l'on dispose d'une multitude d'informations pour expliquer les sources de ce savoir. Mais l'analyse objective des données historiques rend complètement caduque ce type de phrase idéologique. Ainsi, compte tenu des handicaps de la Grèce à ses débuts, il a nécessairement fallu qu'elle aille puiser à l'extérieur de ses frontières, et notamment en Égypte antique, le savoir nécessaire à son éclosion. Ce n'est d'ailleurs pas Platon qui, en reprenant l'appel de Socrate fait aux Grecs, qui va nous contredire. La Grèce est grande, elle renferme des zones de mérite. Nombreux sont aussi les pays étrangers. Parmi tous ces gens, cherchez avec soin l'incomparable enchanteur, celui dont les enchantements dissiperont chez l'enfant qui demeure en vous la peur de mourir. N'épargnez ni peine ni argent, et soyez sûr que vous ne pourriez plus, à propos, dépenser votre fortune. Le modèle arien est donc une vision historique romantique, assise sur un socle fomenté par le racisme et l'idéologie coloniale. Personne ne peut aujourd'hui, devant la force des faits, le défendre. C'est un modèle qui fuira à jamais tous les débats ouverts, car il est indispensable, donc fondamentalement faux. Car il est indéfendable plutôt, donc fondamentalement faux. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce travail-là que Omotunde Kalala a fait merveilleusement. Il a expliqué à travers plusieurs émissions télévisées, etc., le faux miracle grec, le fait que la Grèce, les Grecs anciens sont parmi d'ailleurs des populations dernières à s'intéresser à la science, au savoir. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors donc on vient de voir ce chapitre 2 là. Ce qui les gens appellent le fameux miracle grec, alors qu'il n'en est rien. Voilà. Alors qu'il n'en est rien. Donc voilà, c'est ça. Alors donc je présentais un pan de l'ouvrage très important de Jean-Philippe Omotunde, qui par la suite va surtout insister sur le nom Omotunde Kalala, l'origine négro-africaine du savoir grec. Voilà. Il y a 2 volumes, il y a le volume 1 et le volume 2. C'est le contenu du volume 1 que je vous présente là. Je suis le professeur Aluko Amereni. Professeur titulaire d'histoire, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.